Il paraît que seulement un projet sur 10 rencontre le succès. Et vous voulez savoir pourquoi les 9 autres échouent? Parce que leur cahier des charges était pourri, voire pire, il n'existait pas. Parfois, certains confondent aussi Minimum Viable Product, donc MVP, avec qualité minimum, en oubliant qu'il y a viable dans cet acronyme. Ne pas avoir un cahier des charges bien défini peut causer 2 soucis majeurs. Le premier, c'est tout simplement l'abandon de notre projet, notamment quand on le mène en tant qu'indépendant. Le second, c'est un produit fini médiocre et une facture atroce dont la plupart des startups ne peuvent se relever. Ne pas avoir de cahier des charges, c'est comme naviguer en pleine mer sans instrument. C'est juste le meilleur moyen d'échouer. De même, considérer notre MVP comme une version au rabais ne fera qu'augmenter nos chances d'échec. Si je tiens ce discours avec autant d'aplomb, c'est parce que lors de mon premier job en CDI, j'ai subi cette absence quasi constante de cahier des charges, et que seul, j'ai été mis dos au mur pour m'en sortir. Et c'est ce que je vais vous transmettre aujourd'hui. Bonjour, je suis Hugo Taché, développeur indépendant web et mobile, et aujourd'hui je vais faire 2 choses. D'abord, je vais vous raconter mon expérience personnelle et ce que j'ai vécu lors de mon premier poste de dev en CDI. Ainsi, vous comprendrez l'importance d'un cahier des charges. Dans un second temps, je vous expliquerai comment le formaliser et ainsi assurer le succès de votre projet MVP. Même si ça peut paraître rébarbatif à faire, il n'y a rien de bien sorcier. Il suffit d'être bien organisé et de connaître le plan à suivre. Au final, le document qu'on va produire sera avant tout une synthèse du travail d'avant-projet qu'on a poursuivi jusqu'ici. Dans les épisodes précédents de cette série, nous avons appris comment mieux définir notre idée en amont pour la rendre compatible avec le principe d'un MVP, c'est-à-dire d'une première version viable pour le marché. Chaque épisode peut se regarder individuellement, mais bien entendu vous en tirerez le maximum si vous regardez aussi les autres. Sachez que d'ailleurs cet ensemble de vidéos s'adresse à tous les niveaux, à toutes les compétences, et peu importe vos langages de prédilection. Ici ce sont des principes universels que nous étudions. La définition de notre idée a mis en avant 2 éléments importants, notre cœur de métier et une originalité. Notre cahier des charges devra ainsi détailler au maximum cette définition. On s'est posé aussi des questions par rapport à l'opportunité d'utiliser des technologies émergentes, comme les NFT ou la blockchain, ce qui nous a aidé à creuser notre idée et voir quels étaient les éléments essentiels de celle-ci. Bien entendu, nous avons ensuite effectué un travail autour des questions de monétisation et de notre business model. Si je résume tout ce qu'on a déjà vu, c'est pour vous rappeler l'importance de notre travail d'avant-projet. C'est parce qu'on a vu tout ça qu'aujourd'hui, on va être capable de créer une synthèse. Comme à chaque fois, je vais me servir pour mes démonstrations de mon propre projet d'application, Devolved. Pour résumer, Devolved permettra de collectionner des cartes à jouer, un peu comme Pokémon ou Yu-Gi-Oh! Mais mon objectif est d'arriver à une expérience de collection haute fidélité. Les cartes seront fabriquées en partie avec l'aide d'une IA qui recèle quelques mystères. Si vous voulez en apprendre plus, en description et en fiche, vous trouverez la vidéo d'introduction de l'histoire de Devolved. Pour les plus inquiets, non, ce ne sera pas un projet NFT. Et comme à chaque fois je le rappelle, c'est par contre le meilleur cas pratique pour les sujets qu'on aborde. Mais vous vous demandez sûrement quel est l'intérêt de formaliser ces éléments, encore plus si vous êtes indépendant. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais je vais d'abord vous apprendre comment foirer un projet d'application. C'est parti. Comment foirer son projet d'application. Pour vous expliquer l'importance du cahier des charges, j'aimerais vous raconter un petit peu ma première expérience en tant que développeur en CDI. L'agence qui m'embauchait accueillait 2 types de projets. D'un côté du legacy, c'est-à-dire des projets déjà existants, et de l'autre des MVP, c'est-à-dire des projets naissants. Nous étions une toute petite équipe dans cette agence. J'étais le développeur front-end, j'avais un collègue back, et un collègue touche-à-tout qui se collait en même temps la gestion de projet, la relation client et du dev en backup. La moyenne d'expérience de chacun tournait sûrement autour de 2 ans. C'était clairement insuffisant pour tout le travail à abattre. Au-dessus, notre boss chapeautait les projets en étant en même temps occupé à trouver des clients et faire le service après-vente. Avant de poursuivre, je tiens à préciser que je ne veux absolument pas dénigrer le travail qui était fait dans cette agence. Simplement, l'organisation y était vraiment mauvaise. Mais même si l'organisation était désastreuse, ce n'était pas le plus grave. Le plus grave, c'était qu'on acceptait des projets sans réel cahier des charges. Au mieux, nous avions sur une demi-page Word quelques lignes de brief pour expliquer le projet. Et ce, que ce soit un projet MVP ou Legacy d'ailleurs. L'agence devant faire du chiffre rapidement et proposer un tarif ultra compétitif, nous n'avons jamais eu droit à un cahier des charges complet. Les budgets prévisionnels étaient évalués sur un coin de table à 18h le vendredi, et sous couvert d'une philosophie agile, il fallait définir les besoins du client au fil de l'eau et procéder par déploiement continu. Bien sûr, tout ça partait de quelque chose qu'on entend très souvent, le client lui-même ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Et je trouve cette idée extrêmement dangereuse, voire méprisante. Premièrement, parce que le client sait, bien sûr, qu'il ne veut pas un site ou une app dysfonctionnelle. Et deuxièmement, il sait très bien ce qu'il veut en réalité. Le problème, c'est qu'il a du mal à définir son idée correctement et qu'il n'est pas compétent pour faire le lien avec les outils technologiques. La plupart du temps, si on demande de but en blanc à quelqu'un de produire un cahier des charges MVP, il ne saura même pas par quoi commencer. C'est donc un véritable travail d'accompagnement qui aurait dû être effectué avec les clients en amont. Travail qui nécessite des compétences que personne, ni même moi, n'avait à l'époque dans cette agence. Le résultat de cette absence de phase d'avant-projet, c'est que les MVP mettaient des mois à voir le jour et ce dans des états déplorables. Quand on dit au client qu'il n'a pas besoin de réellement savoir ce qu'il veut, il va tout au long du développement demander l'ajout de fonctionnalités, de retravail UI, changer ses priorités, etc. Et la conséquence, c'est qu'en se basant sur aucune vision moyen terme, les projets étaient faits de briques et de broc, de bouts de scotch et de rustine. Les clients
clients étaient forcément mécontents, le résultat étant toujours décevant et les factures s'alourdissant, causant l'explosion des prévisions budgétaires initiales. Bien sûr, l'idée d'agilité reste pertinente. C'est évident qu'un projet de dev doit rester flexible et réagir aux imprévus. S'il est possible, le déploiement continu est aussi une bonne idée, mais le travail de conception ainsi que la rédaction d'un cahier des charges solide vont apporter en réalité un cadre qui va protéger en même temps l'équipe de développement et le client, surtout lorsque l'on parle de MVP. Je reviendrai sur ce point juste après. Vous vous demandez d'ailleurs d'où me viennent toutes ces connaissances que je vous transmets autour de la création d'une application. Il faut savoir que malgré tous les défauts que pouvait avoir cette agence, elle m'a donné une chance d'une valeur inestimable. Cette agence s'occupait certes de projets externes, mais développait aussi pour son propre compte des applications et des outils. J'ai eu la chance que mon boss me fasse confiance et me confie la direction complète de plusieurs projets. J'ai donc plusieurs fois été dans cette configuration de développeur semi-indépendant, on peut dire, qui doit penser à tous les aspects d'un projet, de sa conception à son développement jusqu'à sa mise en ligne. Pour assurer ces missions, j'ai dû imaginer mon propre framework de travail, de la définition de l'idée à la réalisation de l'UX et de l'UI, puis du développement, de la maintenance des apps et même du dialogue avec les commanditaires du projet. Je suis devenu grâce à ça une sorte de super full stack. C'est une expérience qui a été extrêmement formatrice, qui m'a poussé à apprendre énormément de choses et qui me permet aujourd'hui de vous transmettre ces méthodes qui ont fonctionné pour moi. Et c'est pour ça également que, même en indépendant, utiliser la même rigueur que si on travaillait pour une entreprise permet de mener de bout en bout des projets perso, même d'ampleur, et ce sans abandonner. Pour tout vous dire, en parallèle de mon job de cette agence, j'ai développé en freelance une application mobile assez complexe pour un client, et c'est grâce à cette rigueur que j'ai pu m'en sortir. Bien sûr, j'ai aidé le client de cette dernière à définir un vrai cahier des charges, ce qui a rendu le tout possible. Si je vous raconte tout ça, c'est bien pour vous montrer l'importance du travail d'avant-projet nécessaire. Mais revenons maintenant à l'idée d'un MVP, et comment elle va nous guider dans la rédaction de notre cahier des charges. MVP ne veut pas dire qualité minimale. Avant de poursuivre, n'oubliez pas encore de visionnage, si la vidéo vous plaît, de lui donner un pouce en l'air, pensez également à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas rater les prochains épisodes, mais aussi à explorer la description dans laquelle, comme à chaque fois, je vous mettrai des ressources supplémentaires. Comme je le disais en intro, malheureusement, j'ai l'impression que trop souvent, seule la partie M de MVP est prise en compte. Avoir un produit minimum, c'est bien, mais il ne faut pas oublier que dans MVP, il y a aussi le V de Viable. Ce qu'on remarque, c'est que beaucoup d'applications qui ont besoin d'arriver très rapidement sur le marché vont préférer multiplier le nombre de fonctionnalités au détriment notamment de l'expérience utilisateur ou de l'interface. Parfois, pour empiler un maximum de features, le développement va faire l'impasse sur la qualité de leur implémentation. Un MVP, en réalité, c'est aussi le premier regard que les utilisateurs vont poser sur notre idée. Et vous aurez beau avoir des dizaines de features dans l'app, si l'expérience proposée ne suit pas, c'est une mauvaise première impression que vous allez laisser et des utilisateurs que vous ne reverrez jamais. Pire, en dévoilant ainsi tous les avantages de notre application, on laisse la possibilité à un concurrent de gagner du temps de réflexion qui, lui, permettra d'optimiser l'expérience utilisateur. Un bon MVP, c'est donc avant tout un compromis entre la nécessité d'arriver à temps sur le marché, la présence de fonctionnalités pertinentes et une expérience utilisateur soignée. C'est mon point de vue, mais je suis persuadé que l'ergonomie d'une application et son design, plus globalement, sont aussi des fonctionnalités qui servent à convaincre. C'est aussi souvent sur ce point que l'on peut se démarquer des autres. Et pour réussir à jauger la dose de chacun de ces ingrédients, il faut rédiger le fameux cahier des charges dont je vous parle depuis le début. L'avantage, c'est qu'on a déjà écrémé une bonne partie de ce qui n'est pas MVP, à l'occasion notamment du travail de définition de notre idée. Rédiger le cahier des charges va permettre d'abord de figer les idées, mais aussi pousser à une réflexion plus approfondie, ce qui est nécessaire ou pas en MVP. Le travail de rédaction peut aussi bien pousser à ajouter des fonctionnalités qu'à en mettre de côté. C'est le pouvoir de la vue d'ensemble qui le permet. Et d'ailleurs, ce n'est pas un document figé, c'est un document qui gagne en valeur lorsqu'on le laisse reposer et qu'on revient dessus. Comme je le disais, le cahier des charges MVP nous offre cette vue d'ensemble et encore plus, il permet d'ouvrir la discussion autour du projet. Avant même de répondre au cahier des charges de façon technique, les personnes en charge du développement de l'application vont eux aussi bénéficier de cette vue d'ensemble et pouvoir dialoguer avec le commanditaire sur la pertinence de tel ou tel élément en MVP. Au-delà d'offrir des barrières de sécurité, le cahier des charges MVP est un outil de travail, de communication, voire même de traduction entre un client et une équipe de développeurs. Et dans le cas d'un projet en indépendant, c'est le seul moyen de s'extraire un instant de sa propre réflexion pour poser dessus un regard critique. Le cahier des charges MVP est en quelque sorte le reflet, la version texte, de l'application dans sa forme concrète. Bien entendu, celui-ci n'a pas vocation à apporter des solutions techniques. C'est quelque chose qui arrivera dans un second temps, lors de la conception. La représentation qu'offre le cahier des charges MVP doit plutôt naïvement susciter certains questionnements. On peut imaginer un enfant utilisant une application et pointant du doigt un élément sur l'écran en demandant « mais comment ça marche ça ?» Le cahier des charges va suggérer des problématiques techniques, mais il ne va pas y répondre. À l'inverse, il doit apporter exhaustivement les réponses aux questions métiers. Car une fois entre les mains de l'équipe en charge d'apporter les solutions techniques, aucun élément ne doit manquer sur le plan métier. Pour vous donner un exemple concret, si l'application propose un système d'abonnement, toutes les offres doivent être présentées et les prix indiqués. S'il y a une charte graphique ou un récit particulier à respecter pour la phase de création UX/UI, il
doivent être présents dans le cahier des charges. Pour faire simple, le document doit être suffisamment exhaustif pour qu'en théorie, l'équipe de conception-développement n'ait pas à aller glaner des informations auprès du commanditaire. C'est exactement ça qui risque de faire capoter le projet sinon. On accepte l'improvisation si besoin, mais jamais l'imprévision. C'est ainsi que devraient être perçus les processus dits agiles. Ça fait beaucoup de théorie comme ça, donc maintenant je vais vous expliquer comment doit être construit ce cahier des charges en prenant en exemple mon propre projet d'Evolve. Juste avant, j'aimerais avoir dans les commentaires des retours d'expérience. Racontez-nous si, vous aussi, vous avez subi l'absence de définition claire dans un projet. Quelles ont été les conséquences? J'aimerais aussi savoir si jusqu'ici pour vous le cahier des charges n'était qu'un vulgaire document sans plus. Serez-vous enclin désormais, même pour un projet perso, à en rédiger un? Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire, je les lis absolument tous. On continue. Le plan d'un cahier des charges. Cette partie va vous être utile quel que soit votre rôle dans le projet. Si vous êtes développeur indépendant, c'est, comme on le disait plus tôt, l'occasion de figer nos idées. Si vous êtes commanditaire, c'est la recette pour vous assurer d'être compris et d'obtenir une estimation budgétaire juste. Si vous êtes développeur freelance ou responsable d'une agence, c'est la forme que vous devez exiger de votre client pour assurer vos arrières. Bien sûr, si vous êtes dans ce cas, vous devez l'aider à rédiger le cahier des charges, notamment grâce à cette méthode. Avant de détailler la méthode de conception du cahier, je voudrais aborder 2 points. Le premier concerne le fait que, comme on le disait en début de vidéo, beaucoup des éléments qu'on a produits dans les épisodes précédents seront synthétisés ici, notamment les bases de définition. Si vous vous posez la question de ce que doit ou non contenir un MVP, c'est en amont que ça se passe, grâce au travail de définition de notre idée. Deuxième point, concernant mon projet, vous pourriez vous demander si son contenu est bien raisonnable en MVP. D'abord, il ne faut pas oublier que c'est une application mobile, et que payer les pots cassés pour mettre à jour son application sur les stores n'est pas une situation qu'on veut connaître. Autant sur le web, on peut faire du déploiement continu et partir d'une base MVP extrêmement légère, autant sur une application mobile, il va falloir pousser un peu plus loin le travail, car la logistique n'est pas la même. C'est donc d'abord pour ça que le MVP de Devolved est assez conséquent, et aussi pour une autre raison, c'est qu'étant seul à bord, je connais ma capacité de travail, que j'ai du temps pour le fabriquer, et que l'urgence d'arriver sur le marché n'est pas cruciale. Trêve de bavardage, on va d'abord exposer le plan de notre cahier des charges, puis détailler chaque section. Alors ce plan n'est pas une règle absolue, il peut bien entendu présenter des différences si besoin. La première section de notre cahier des charges va concerner les définitions de notre application. C'est là où on va donner l'idée générale, mais aussi déployer toutes les définitions métiers. La seconde section sera dédiée directement au modèle économique envisagé. Étant donné que juste avant on disposera d'un glossaire métier, il deviendra possible de rattacher les définitions aux logiques économiques de notre application. Dans une troisième partie, on va lister l'ensemble des utilisateurs, les user stories, c'est-à-dire les fonctionnalités accessibles à chaque type d'utilisateur. Ensuite, on peut, si le projet le nécessite, dédier une section à l'approfondissement des définitions métiers. La section suivante se concentrera, elle, sur les impératifs et contraintes métiers, voire techniques si elles sont connues. C'est également dans cette section que l'utilisation de services tiers devra être mentionnée. Enfin, on réservera une dernière partie dédiée aux éléments graphiques, notamment à la charte si elle existe ou aux éléments d'inspiration. Voici donc le plan que j'ai moi-même suivi pour créer le cahier des charges MVP de Devolved. Je vais vous le détailler maintenant. Alors parce que je veux vous laisser quelques surprises pour le jour de la sortie de l'application, je ne vais pas vous révéler absolument tous les éléments maintenant. Certaines parties seront donc un peu masquées. Cependant, le jour où le MVP sera disponible, je rendrai le document entièrement public en description pour qu'il puisse vous servir de support si nécessaire. Pensez d'ailleurs dans chaque vidéo à checker la description car je vous ajoute en général toujours des ressources pour aller plus loin. Revenons à notre cahier des charges et observons ce qu'il contient en détail, en commençant par la partie dédiée aux définitions. Les définitions métiers. J'ai donc commencé par décrire le scénario initial de mon projet. Dans mon cas, c'est assez facile car l'application pouvant s'apparenter à un jeu, il me suffit d'exposer l'histoire qui est prévue. Mais dans le cas où votre projet n'est pas un jeu, c'est ici que vous pouvez mettre le manifeste qu'on a rédigé dans un des épisodes précédents. Vous devez vous en souvenir, c'était la petite histoire de mise en situation qu'on avait écrite et qui racontait sous la forme d'un journal intime le voyage d'un utilisateur qui utilisait notre application. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, et ça peut être le cas pour plusieurs choses dans cette partie, n'hésitez pas à aller voir ensuite les vidéos correspondantes. Après ce manifeste/scénario, c'est l'objet direct de l'application qui est décrit. Vous vous souvenez la petite phrase qu'on avait réussi à fabriquer comme définition à partir de notre idée? Et vous vous souvenez aussi du processus qui consiste à creuser au lieu de développer l'idée? C'est dans cette partie que se trouve la description complète de ce travail de creusage qui utilise notre définition pour déployer et évoquer tous les aspects métiers du projet. Pour être plus concret, c'est ici que j'ai décrit le principe du jeu de collection, des boosters, l'aspect rareté aléatoire, et finalement tout ce que j'envisage comme nécessaire dans mon MVP. La section qui suit est d'ailleurs dédiée aux évolutions envisagées. C'est important de poser tous les éléments qu'on a exclus de la MVP, car ça permet déjà de ne pas les oublier, de les garder dans le viseur lors du choix des technologies qu'on va employer, mais aussi dans le cas où vous confiez la création à une équipe pour lui permettre de vous aider à arbitrer sur ce qui est pertinent ou non en MVP. Dans cette section, on peut y aller. C'est là où on va décharger toute la frustration accumulée pendant des semaines de réflexion. Aucune limite ici. Pour ma part, j'ai par exemple ici évoqué la possibilité d'une place de marché d'échange et d'achat de cartes, et bien entendu le passage de la simple collection au jeu duel entre joueurs. Ensuite, j'ai défini rapidement les utilisateurs et leur rôle.
Cette partie peut être réalisée ici comme je l'ai fait, mais aussi juste avant les user stories, c'est comme on veut. L'important c'est d'être exhaustif et d'oublier personne, notamment les administrateurs de l'application. Dans mon cas, l'administrateur est celui qui va pouvoir ajouter de nouvelles cartes et monitorer l'ensemble de l'application. A priori c'est moi. Juste après, j'ai réalisé un glossaire détaillé de toutes les définitions métiers de mon application. Parce que oui, les personnes à qui on peut potentiellement confier le projet ne savent pas forcément ce que veut dire tel ou tel terme, même si vous, ça vous paraît évident. Les définitions métiers, c'est finalement le jargon interne au projet. Je me souviens quand je bossais en tant qu'agent de cinéma, on parlait des warmers. Personne ne sait ce qu'est un warmers a priori. Et si on vous dit qu'ils doivent être vidés et lavés tous les lundis, pas sûr que ça se produise du coup. Les warmers sont en fait les bacs qui contiennent le popcorn. C'est exactement le genre de définition qu'on veut voir ici. Du coup, tout y passe dans mon cas. Ce qu'est un booster, un display, un set, la boutique, les dotations promotionnelles, le rituel d'ouverture. Il vaut mieux ici en faire trop que pas assez. Parfois on pense que certaines définitions sont évidentes, alors qu'en fait non. Alors on blinde. Petite parenthèse avant la suite. N'oubliez pas le serveur Discord de la communauté pour partager votre propre projet dans le forum Vos Projets. Le but de cette série est de vous accompagner, et tenir un journal de bord sur le serveur vous permettra de conserver votre motivation. Si suffisamment de projets voient le jour, j'en parlerai sur la chaîne. Dans la description, vous trouverez donc une invitation, mais aussi un lien vers devclub.fr, la plateforme de la communauté. Vous y trouverez également mes réseaux perso, notamment mon GitHub. On continue. Détailler le modèle économique. Voici la deuxième grande partie dans laquelle on va exposer toute notre stratégie de monétisation. C'était l'objet du dernier épisode, mais là on va le poser clairement. Pour mon cas, j'ai pris chaque type de monétisation que j'envisageais, et j'ai réalisé pour chacune les grilles tarifaires, mais aussi décrit les contreparties. J'ai expliqué clairement à quoi allait servir la publicité et comment elle devait s'afficher. Un élément très important que vous risquez d'oublier, c'est de décrire aussi l'économie gratuite de votre projet. Il y a de grandes chances que vous laissiez gratuites certaines fonctionnalités aux utilisateurs. Je vous apprends peut-être quelque chose, mais c'est donc de l'argent que vous offrez, une perte sèche. Décrivez donc en détail ce tiers gratuit. Pour ma part, ça consistait à expliquer le fonctionnement des boosters gratuits et la stratégie de rétention par ce biais. J'ai aussi ajouté quelques projections sur la base de 5000 utilisateurs, juste pour voir, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. J'ai aussi évoqué les différences avec la concurrence. Sachez que par exemple, Devolved est 2 fois moins cher que Yu-Gi-Oh! Duel Links. En fait, c'est une mini-étude de marché avec un prévisionnel. Ça va permettre d'aider, encore une fois, à choisir les meilleures technologies et moyens de monétisation, mais aussi, l'UX de l'application sera directement impacté par la monétisation. C'est pourquoi c'est très important de tout bien décrire. Les user stories. La troisième section est dédiée aux utilisateurs et aux user stories. Les utilisateurs, j'en ai déjà parlé, mais les user stories, si vous ne le savez pas, sont tout simplement les cas d'utilisation propres à chaque utilisateur, décrites par le commanditaire. Ce sont des phrases comme « En tant que joueur, je peux classer mes cartes par rareté ». Pour savoir quelles sont les user stories, il suffit de fermer les yeux et imaginer utiliser l'application. C'est le meilleur moyen pour extraire les user stories. Attention de ne pas inclure dedans des solutions techniques ou UX. Par exemple, on ne va pas dire « En tant qu'utilisateur, j'accède à un écran avec un bouton pour me connecter et un bouton pour inscrire », mais plutôt, en tant qu'utilisateur, je peux me connecter, et en tant qu'utilisateur, je peux créer un compte. Ces user stories vont servir à plusieurs choses. D'abord, elles vont permettre de prioriser certains éléments dans le cas d'un déploiement continu, et puis elles vont aussi permettre de voir les liens de dépendance entre les use cases. On ne peut par exemple pas ouvrir de booster de cartes avant d'avoir ouvert un compte. Sur la base de ces user stories, l'UX va pouvoir s'articuler et les solutions techniques être trouvées. Elles servent aussi de checklist pour vérifier la bonne implémentation des use cases. Une user story, c'est en fait la fonctionnalité décrite du point de vue naïf du client. Un use case, c'est tout ce qui découle d'une user stories du point de vue UX, UI, code et enfin utilisation concrète. Ce sont des concepts propres aux méthodes agiles que je me réapproprie un peu, donc ne m'en voulez pas si je déforme un peu leur sens initial dans ce contexte. Les user stories vont aussi beaucoup nous aider par la suite pour organiser notre projet et gérer les différentes étapes. Approfondissement métier et précision. Ensuite, la quatrième section est dédiée à l'approfondissement de certaines définitions de métier. Là, ça va forcément être propre à chaque projet. Mais pour faire simple, tout ce qui ne pouvait pas tenir sur quelques lignes dans un glossaire va être explicité ici. Pour ma part, j'ai donc d'abord une description schématique de ce que constitue une carte, mais aussi les taux de tirage pour chaque type de rareté, les éléments qui démontrent cette rareté, puis les détails du système d'usure des cartes. Cette section est forcément pas mal illustrée dans mon cas, avec notamment des prototypes pour les cartes et des boosters. Rendez-vous le jour de la sortie pour découvrir le résultat, car je vais vous laisser un peu de surprise. Enfin, on arrive à l'avant-dernière partie sur les contraintes et impératifs. Dans cette section, c'est encore une fois assez propre à chaque projet. Mais pour ma part, j'ai relevé l'importance des backups, de la nécessité d'être sur iOS et Android, le fait que mon budget d'infrastructure est limité, mais aussi que le projet devra contenir une version française et anglaise. Dans un cadre différent, c'est par exemple ici qu'on va expliquer que le projet doit être relié à tel ou tel CRM, que tel point de l'accessibilité doit recevoir une attention particulière, ou encore que l'application doit avoir ses données hébergées dans un pays plutôt que l'autre. C'est l'endroit dans lequel on s'immisce un peu dans la technique en tant que commanditaire. Enfin, la dernière partie relève de tous les éléments graphiques tels que la charte, la marque
marque et l'inspiration. C'est encore une fois propre à chaque projet, et pour ma part, je vais surtout développer cette partie durant la phase de conception UI, donc je vais pas m'étaler là-dessus maintenant. Nous voici donc au bout du cahier des charges MVP. Ce travail va nous permettre maintenant d'avoir une idée globale de ce qui va devoir être réalisé lors de la phase de conception et de développement. Nos besoins sont désormais très bien définis, et on va, pour chacun d'eux, pouvoir apporter une solution technique. On a désormais la possibilité de choisir les technologies les plus pertinentes, et entrevoir même la durée possible du projet. On pourrait presque définir un budget, mais n'allons pas trop vite en besogne. Avant d'en arriver là, on fera une petite parenthèse dans la prochaine vidéo, pour nous demander s'il est bien raisonnable et surtout possible pour un individu seul de mener un projet de A à Z. Car là, vous vous dites peut-être que c'est quand même une montagne titanesque de boulot qu'on doit abattre. Je vous expliquerai pourquoi je pense que c'est possible, et c'est d'ailleurs tout l'objet de cette série. Mais surtout, je vous le démontrerai, en passant en revue les solutions techniques qui le permettent. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater le prochain épisode. On se donne rendez-vous pour celui-ci. Ciao!